Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de formes p-linéaires dans un espace de dimension n. Dorénavant, on se placera dans le cas particulier où p et n sont égaux, donc on s'intéressera aux formes n-linéaires dans un espace de dimension n. Même si ce que je vais dire juste dans cette vidéo-là reste vrai finalement dans le cas particulier où p est un entier quelconque. Donc on va définir ici deux notions, la notion de forme multilinéaire alternée et de forme multilinéaire antisymétrique. Alternée, ça veut dire que si parmi les vecteurs x1 jusqu'à xn, vous avez deux vecteurs qui sont égaux, alors le résultat est égal à 0. Donc comprenez, si xi est égal à xj, alors automatiquement l'image est égale à 0. Antisymétrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous permutez deux vecteurs de place, vous multipliez le résultat par moins 1. Donc si je permute xi et xj, le résultat, vous voyez, je les ai permutés ici, j'ai inversé le vecteur qui était en im position et le vecteur qui était en jm position. Si je les permute, je multiplie le résultat par moins 1. Donc ça s'appelle antisymétrie. Et on va voir que finalement, la notion de alterné et d'antisymétrie sont équivalentes. Donc pour le sens direct, je suppose f alterné, et je prends i et j deux entiers distincts. Je prends même i strictement plus petit que j, puisque j'ai placé la im position avant la jm position. Pour que ce soit plus simple à noter, je vais juste noter g de xy, cette quantité, donc où j'ai mis un x en im position et un y en jm position. Donc je dois démontrer quoi? Je dois démontrer que f est antisymétrique, c'est-à-dire que je dois démontrer que quand je permute x et y, le résultat est multiplié par moins 1. Donc finalement, je dois juste démontrer l'égalité g de xy égale moins g de yx. Comme f est alterné, dès que j'ai deux vecteurs identiques, le résultat est égal à 0. Donc si je calcule g de x plus y virgule x plus y, le résultat est nul. Mais g de x plus y virgule x plus y, je sais le calculer. Pourquoi? Parce que f, elle est linéaire par rapport à chacune de ces variables, donc du coup, g est bilinéaire. Donc je sais développer g de x plus y virgule x plus y, je sais que j'ai 4 termes qui sortent. Sauf que j'ai un terme qui vaut g de xx, mais g de xx, encore une fois, comme f est alterné, g de xx est nul. En effet, j'ai deux fois le même vecteur, donc le résultat est égal à 0. De même ici, g de yy, le résultat est égal à 0, puisque j'ai deux fois le même vecteur. Donc finalement, il ne reste plus que g de x virgule y plus g de y virgule x, et on l'a dit, le résultat est nul. C'était écrit ici. Donc j'obtiens que cette somme est nulle, donc ces deux nombres sont bien opposés. On a bien démontré que f est antisymétrique. Maintenant, je suppose que f est antisymétrique. Donc je veux démontrer que f est alterné. Pour cela, je prends i et j, deux entiers distincts, et je suppose que xi est égal à xj. Je veux démontrer que le résultat, que l'image par f de toute la famille x1 jusqu'à xn est nulle. Donc pour ça, je vais utiliser l'antisymétrie. L'antisymétrie qui me dit que si je permute xi et xj, alors je multiplie le résultat par moins 1. Vous voyez ici, j'ai juste permuté xi, xj, et j'ai multiplié du coup le résultat par moins 1. Sauf qu'en fait, xi et xj sont égaux. Donc que j'écrive xi, xj ou que j'écrive xj, xi, ça change strictement rien, puisque ces nombres sont égaux, ces vecteurs pardon, sont égaux. Donc finalement j'ai quoi? F de x1 jusqu'à xn, il est égal à un certain nombre, et il est égal à l'opposé de ce même nombre. Évidemment, si j'ai un nombre qui est égal à son opposé, ça veut dire que ce nombre est nul. Donc vous voyez, on a bien démontré que f est alterné. Donc finalement, la notion de alterné et d'antisymétrie sont équivalentes, donc souvent on n'utilisera que l'expression alternée, mais il ne faudra pas oublier qu'il y a les deux notions, que ça contient donc les deux notions puisqu'elles sont équivalentes. Soit f une forme n linéaire alternée, on vient de voir qu'en effectuant une transposition sur les vecteurs, la valeur de l'image est alors multipliée par moins 1. Donc évidemment, si j'effectue p transposition, à chaque fois je vais multiplier par moins 1, donc le résultat sera tout simplement multiplié par moins 1 puissance p. Maintenant, on va regarder ce qui se passe quand je fais une permutation quelconque. Là, je ne parlais que de transposition. Maintenant, on va voir ce qui se passe quand je fais une permutation quelconque sur mes vecteurs x1 jusqu'à xn. Donc c'est ce que je fais, où j'ai remplacé les vecteurs x1 jusqu'à xn par x sigma 1 jusqu'à x sigma n. Ça veut bien dire que j'ai pris mes n vecteurs x1, xn, et je leur ai fait subir une certaine permutation, c'est-à-dire je les ai réordonnés d'une autre manière.
Et donc la proposition dit que la seule chose qui va changer par rapport à l'ordre initial, c'est qu'on va multiplier le résultat par la signature de sigma. Autrement dit, il suffit juste de savoir par combien de transpositions j'ai effectué. Démonstration. Donc la permutation sigma se décompose en un produit de transposition, on l'a vu, et je note P, le nombre de transpositions utilisées. Comme j'ai expliqué dans la remarque qui précède, à chaque fois que je fais subir sur mes vecteurs une transposition, je multiplie le résultat par -1. Donc si je fais subir P transposition, je multiplierai le résultat par -1 à la puissance P. Mais on a déjà vu que -1 à la puissance P, c'est tout simplement la signature de sigma. C'est le corollaire 2 dans la vidéo précédente qui nous montrait que si une permutation sigma se décompose en un produit de P transposition, sa signature vaut alors -1 puissance P. Vous ne trompez pas, ne confondez pas avec les P-cycles. En effet, on a vu qu'un P-cycle a une signature qui vaut -1 à la puissance P-1. Mais ici, je ne suis pas en train de parler de P-cycle, je suis en train de parler d'une permutation sigma quelconque. Et j'ai noté petit p, le nombre de transpositions utilisées pour décomposer cette permutation. Maintenant, on va voir deux propriétés sur les formes n linéaires alternées. Donc je prends f, une forme n linéaire alternée. Si j'ai une famille liée, alors l'image est forcément égale à 0. Du coup, par contraposé, si le résultat est non nul, vous comprenez que ma famille sera forcément libre. Donc je pars d'une famille liée. On sait que quand on a une famille liée, ça veut dire que l'un des vecteurs, je ne sais pas lequel, mais l'un des vecteurs peut s'écrire comme une combinaison linéaire des autres. Et donc là, ce que je propose de faire, c'est de réordonner les différents vecteurs pour être sûr de pouvoir écrire x1 comme une combinaison linéaire des autres. Alors, est-ce que j'ai le droit de réordonner les vecteurs? Ben oui, puisqu'on vient de voir qu'en réordonnant les vecteurs, je vais multiplier soit par 1, soit par -1 la valeur de f de x1 jusqu'à xn. En tout cas, en multipliant par 1 ou par -1, oui, je vais changer la valeur de f de x1 jusqu'à xn, mais je ne vais pas changer le fait que ce nombre soit nul ou pas. Donc j'ai bien le droit de réordonner mes termes. Donc x1, je suppose qu'il s'écrit comme une combinaison linéaire des autres vecteurs. Quand je dis les autres vecteurs, c'est les vecteurs x2 jusqu'à xn, donc i varie de 2 à n. Et puis maintenant, pour calculer f de x1 jusqu'à xn, je remplace x1 par cette somme, et par linéarité par rapport à la première variable, j'ai le droit de factoriser par sigma des alpha i. Donc j'ai le droit de sortir le sigma et de sortir les alpha i. Maintenant, il me reste quoi dans ma somme? Il reste les termes f de xi jusqu'à xn. Sauf que i varie de 2 à n, donc le xi, il vaut soit x2, soit x3, soit x4, soit xn. En tout cas, il vaut forcément l'un des autres vecteurs. Et comme la forme est alternée, comme j'ai deux vecteurs qui sont forcément égaux dans cette famille, f de xi jusqu'à xn vaut forcément 0. Donc, par un calcul évident, f de x1 jusqu'à xn est forcément nul. Corollaire 4, soit f une forme n linéaire sur E, je prends x1 jusqu'à xn, n vecteurs de grand E, alors le nombre f de x1 jusqu'à xn est inchangé si l'on ajoute à l'un des vecteurs de la famille une combinaison linéaire des autres vecteurs. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais le faire encore une fois avec la première variable, je vais rajouter à x1 une combinaison linéaire des autres vecteurs. Donc soit x, un vecteur qui est combinaison linéaire des vecteurs x2 jusqu'à xn. Et je veux démontrer que quand je rajoute x à x1, ça ne change pas la valeur du résultat. Donc évidemment, là encore, je vais utiliser la linéarité par rapport à la première variable, et qui me dit que j'obtiens f de x, x de xn plus f de x1, x de xn. Sauf que x, la famille x, x2, xn est liée, puisque x est combinaison linéaire des vecteurs x2 jusqu'à xn. Donc le premier terme dans cette somme est forcément nul. Donc on a bien démontré que quand je rajoute x à x1, j'obtiens effectivement f de x1 jusqu'à xn. Donc on a démontré que quand on a une forme n linéaire alternée, on ne change pas la valeur du résultat en rajoutant à l'un des vecteurs une combinaison linéaire des autres vecteurs.